Il y a 5 minutes, Magyar a balancé du lourd sur l'Ukraine. Poutine est KO. Voilà pourquoi le Kremlin craignait tant que la Hongrie devienne indépendante de la Russie. Vous allez être choqués. Zelensky s'apprête à serrer la main du nouveau Premier ministre. C'est pour Kyiv. Un final au goût amer pour Moscou. Valdai est le dernier refuge pour le dictateur. Officiel, la défense aérienne russe est impuissante. Poutine doit faire une croix sur 3 régions d'un coup. Les offrirait-il aux forces ukrainiennes pour dormir tranquilles? Une déroute totale. Nos nouveaux missiles balistiques sont devenus implacables. Moscou est désormais encerclé. L'Ukraine a maintenant pris l'avantage même dans l'espace. Une opération spéciale du GUR qui a stupéfié le monde entier. C'est à voir absolument. Trump écrit ses lettres d'adieu à sa carrière politique. La révolte des Américains ne peut plus être arrêtée. La Maison-Blanche se purifie? L'explosion a retenti. La Corée du Nord a sévèrement piégé la Russie. Poutine a été utilisé puis jeté. Quelles conséquences cette erreur de Moscou aura-t-elle pour le monde? Tout cela dans notre émission Point chaud. Quelle sensation! Magyar est arrivé et a abattu ses cartes dès le premier jour. Toute la vérité sur celui qui a pris les rênes de la Hongrie. Vous allez être choqués. Un seul appel à Poutine et c'est tout. Voilà pourquoi il aidera Kyiv à vaincre Moscou. L'Ukraine savait tout cela depuis longtemps. Zelensky a misé gros et il ne s'est pas trompé. On en parle désormais ouvertement. La Russie s'est trompée dans ses calculs. La Hongrie devient le centre de l'Europe. Vous devez être les premiers à l'apprendre. La Hongrie choisit l'Europe et pour le Kremlin, il ne reste qu'un message. Russes, rentrez chez vous. 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 Les Hongrois célèbrent et le leader de l'opposition TISA, Péter Magyar, assure que son pays sera à nouveau un partenaire fiable de l'UE et de l'OTAN. La Hongrie sera à nouveau un allié fiable défendant les intérêts hongrois, car notre place a été, est et sera en Europe. Des mots très inspirants après plus de 15 ans d'éloignement progressif de la Hongrie vis-à-vis de l'Union européenne. Mais faut-il déjà se réjouir? Les médias occidentaux décrivent la victoire de Magyar comme douce amère pour l'Ukraine. Nous allons maintenant comprendre pourquoi. Mais d'abord, il faut comprendre qui est réellement Magyar. Encore peu connu il y a quelques années, il est aujourd'hui un héros pour beaucoup, ayant réussi à évincer l'allié de Poutine de son poste. Orban a été confronté à un homme qui faisait partie de son propre parti et dont l'épouse était ministre de la Justice dans le cabinet d'Orban. C'est la première chose à savoir sur Péter Magyar. Il a commencé comme allié de Viktor Orban et était membre du parti au pouvoir, le Fidesz. Il a travaillé comme avocat et a servi un temps à la représentation hongroise auprès de l'Union européenne. Son ex-femme, Judith Varga, occupait encore récemment le poste de ministre de la Justice. En 2023, le couple a divorcé. Et début 24, alors qu'ils étaient déjà divorcés, un scandale politique a éclaté en Hongrie, lié à la grâce du directeur adjoint d'un orphelinat d'État, condamné pour avoir couvert les crimes de son supérieur, impliqué dans une affaire de pédophilie. C'est précisément la signature de Varga, en tant que ministre de la Justice, qui figurait sur le décret de grâce présidentielle. Ce scandale a forcé l'ex-femme de Magyar, ainsi que la présidente Katalin Novák, à démissionner. Péter Magyar a alors quitté le parti Fidesz et a utilisé l'incident pour critiquer vivement le système et le parti. Quant à l'Ukraine, Magyar ne peut pas être qualifié de politicien totalement pro-ukrainien. Il s'oppose à l'aide militaire aux Ukrainiens et ne soutient pas l'adhésion accélérée de Kiev à l'Union européenne. Cependant, Magyar a fini par reconnaître l'agression russe et a même visité Kiev en 2024. Tout cela pourrait constituer un bon point de départ pour relancer les relations entre l'Ukraine et la Hongrie. Et d'après ce que je comprends, on va maintenant vers une rhétorique de rétablissement de l'amitié. C'est aussi une bonne chose. Eh bien là, il est probable que ça coïncide avec le fait que l'Europe doive aussi renouer le dialogue. Et il ne fallait pas le faire avant les élections pour ne pas faire le jeu d'Orban. Donc dans un avenir proche, je pense que cette transition va se poursuivre. Et c'est un bon début pour de nouvelles relations avec la Hongrie. En réponse à ces actions, Magyar aura une base politique solide pour, au moins, débloquer la décision sur le prêt de 90 milliards pour l'Ukraine. Du côté positif, le nombre de vétos hongrois lors des réunions de l'Union européenne pourrait chuter. Mais la menace de blocage par Budapest demeure malgré tout.
car même si le parti au pouvoir a changé, la dépendance aux ressources énergétiques russes reste la même. En 15 ans, Orban a mis l'accent sur la Russie, sur ses ressources énergétiques et sur les raffineries qui lui rapportaient, car c'est avantageux d'acheter moins cher en Russie pour revendre cher en Europe. Sans oublier les revenus liés au transit, il ne fallait donc pas s'attendre à ce que quelqu'un, quelle que soit sa position, succède à Orban et décide de renoncer aux ressources énergétiques russes ainsi qu'à leur transit vers l'Europe. La dépendance aux ressources énergétiques russes est restée inchangée. Cela signifie que Poutine dispose d'un levier de pression. De plus, Magyar a déjà déclaré qu'il négocierait avec Poutine au sujet des ressources énergétiques. Et la dépendance énergétique de la Hongrie envers la Russie persistera. Le politicien a ajouté qu'ils allaient négocier, mais qu'ils ne seraient pas amis. Mais pour combien de temps ? Eh bien, si Poutine a ne serait-ce qu'une petite chance d'influencer un pays européen pour compliquer la prise de décision, il saisira cette opportunité. Et quand Poutine détient la carte énergétique dont dépend la stabilité de tout un État, il est naïf de croire qu'il ne s'en servira pas. À un moment donné, il y aura sans doute une très forte tentation pour certains acteurs influents de tirer d'énormes marges de corruption de ce transit. Et au fond, de remplacer Orban dans son fauteuil. Mais Magyar a encore une chance de prendre une autre voie. Et l'espoir repose sur le peuple hongrois, lassé de la Russie et désireux d'indépendance vis-à-vis du Kremlin. Mais il est trop tôt pour envisager un avenir optimiste pour l'Ukraine. Même sous Magyar, la Hongrie reste dépendante de la Fédération de Russie. Et seul le temps dira à quel point cette dépendance sera forte. Le prix du sang se rapproche dangereusement de Poutine. Le dictateur panique. Fuir Moscou pour se réfugier à Valdaï est un véritable fiasco. La défense aérienne russe est devenue une véritable passoire. L'homme du bunker supplie-t-il Erdogan de le sauver ? Un développement inattendu des événements. Désespéré, Poutine fait ses adieux à la capitale et à 3 régions frontalières. C'est officiel, les zones tampons passent sous le contrôle des forces ukrainiennes. Le début de la révolte. Le dictateur semble être complètement perdu. Quels autres pièges lui sont encore réservés ? Voyons cela. Poutine encerclé par la défense aérienne. En mars 2026, 7 nouvelles tours Pantsir ont été érigées autour de la résidence de Poutine à Valdaï. Le nombre total de systèmes de défense aérienne autour de la résidence du dictateur russe a atteint 27. C'est ce qu'a rapporté le service russe de Radio Svoboda. Comme le montrent les images satellites de Planet.com, la construction de 7 nouvelles tours pour les Pantsir a débuté le même jour, le 17 mars. Certaines sont déjà équipées de systèmes de missiles anti-aériens. Le journal écrit que, tout comme les tours Pantsir autour de Moscou, les systèmes de défense à Valdaï entourent la résidence de Poutine en 2 cercles. Mais les experts en sont convaincus. L'efficacité de ces Pantsir pose question. Qu'est-ce que le Pantsir S-1 ? Les Émirats arabes unis l'ont appris à leurs dépens. Après en avoir acheté, rappelons-le, plus de 50 exemplaires à la Russie, dans l'espoir de trouver un moyen vraiment efficace pour lutter contre les drones et les engins aérodynamiques. Et maintenant, les Émirats arabes unis comptent leurs pertes suite aux frappes de drones iraniens, et ils s'en prennent à la Fédération de Russie de manière très démonstrative et éloquente. Il s'est avéré que les fameux Pantsir S-1 se sont révélés totalement inefficaces pour contrer les drones. Et là, des problèmes pour la Russie pourraient surgir non pas avec des drones, mais avec des missiles. Pour la 3e fois, nous mettons l'accent sur le nombre de missiles de croisière et balistiques de fabrication ukrainienne. Et c'est là que les Russes vont avoir de gros problèmes. Et les problèmes de défense anti-aérienne, c'est d'abord la demande de la partie russe à la partie turque de leur revendre les S-400 russes qui avaient été vendus par la Fédération de Russie pour 3,5 milliards de dollars et qui sont devenus une pomme de discorde majeure entre la Turquie et les États-Unis. C'est-à-dire que les capacités de la défense anti-aérienne russe sont limitées. Fin décembre 2025, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a déclaré que l'Ukraine aurait attaqué la résidence de Poutine à Valdaï avec des drones. La Russie a le droit de décider elle-même de ce qui constitue une menace pour sa sécurité et de ce qui n'en est pas une. Ensuite, la Russie a menacé de riposter.
De tels actes irréfléchis ne resteront pas sans réponse. Les cibles des frappes de représailles et le moment de leur exécution par les forces armées russes sont déjà fixés. Cependant, la partie russe n'a pas été en mesure de fournir des preuves convaincantes attestant d'une telle attaque. Il n'y a eu bien sûr aucune attaque massive, que ce soit de nuit, de jour ou au petit matin, contre la résidence de Poutine. Ce que fait Poutine en ce moment est un jeu sale, c'est une pure insinuation. Avec Lavrov, il tente par tous les moyens de faire capoter les négociations réussies entre les présidents Trump et Zelensky. Il est évident qu'il ne resterait rien de cette résidence, tout devrait être calciné, mais selon nos sources, il n'y a eu aucun impact, aucun drone, missile ou bombe, absolument rien sur aucun bâtiment résidentiel. Ce qu'ils font actuellement est une véritable opération spéciale psychologique et d'information. Les journalistes ont commencé à recueillir des informations sur l'emplacement des tours Pantsir près de la résidence de Poutine dès fin 2024. En juillet 2025, des images satellites ont montré qu'il y avait au moins 7 Pantsir. Et dès août 2025, 12 tours et positions surélevées pour le déploiement de systèmes Pantsir S1 ont été détectées autour de Valdaï. À titre de comparaison, à Moscou et dans sa région, qui compte notamment plus de 20 millions d'habitants, on a dénombré environ 60 positions de défense, soit 5 fois plus qu'à Valdaï. La paranoïa de Poutine est devenue légendaire depuis longtemps. C'est-à-dire qu'il prend vraiment sa propre sécurité très au sérieux, il s'inquiète énormément de toute menace qui pourrait lui porter préjudice. Et globalement, c'est le mode de comportement habituel de Poutine. À la moindre situation floue, il se terre dans un bunker ou ses résidences secrètes, n'y recevant des invités qu'après de multiples vérifications. À en juger par tout cela, Poutine a bel et bien peur. Car Alina Kabaeva passe beaucoup de temps à la résidence de Valdaï avec les fils de Poutine. Et pour le président russe lui-même, on y a construit une copie conforme de son bureau du Kremlin. Sa paranoïa s'est visiblement accentuée après l'échec de la mutinerie de Prigojine. Et il est clair que les actions des forces armées ukrainiennes n'incitent pas non plus Poutine à l'optimisme. Il se concentre donc sur la protection de ses résidences pour tenter de se prémunir. Mais ce n'est pas tout. De plus, Poutine a entamé une purge du pouvoir dans plusieurs régions par crainte d'une révolte. Le Kremlin s'apprête à remplacer les chefs de 3 régions clés de Russie avant les élections de septembre 2026. Les dirigeants des régions frontalières de l'Ukraine sont également visés. C'est ce que rapporte l'Institut pour l'étude de la guerre, citant des sources au sein du pouvoir russe. Selon 3 sources proches de l'administration présidentielle, les autorités discutent du remplacement de Gladkov, Bogomaz et Melikov. Les régions de Belgorod et de Bryansk sont frontalières de l'Ukraine. Il est évident qu'après la mutinerie de Prigojine, la menace d'une révolte au sein des élites a beaucoup inquiété Poutine. Depuis, Poutine fait preuve d'une grande paranoïa envers les autres membres de la hiérarchie du pouvoir. Et ses remaniements constants, ses arrestations qui se multiplient au sein du ministère de la Défense, ses évictions successives et ses tentatives répétées d'écarter certains généraux ou même certains gouverneurs régionaux montrent clairement que Vladimir Poutine, le président russe, éprouve une certaine méfiance, voire une inquiétude croissante envers sa propre élite dirigeante, c'est-à-dire les personnes qui l'entourent et qui occupent des postes clés au sein de l'appareil d'État. Le but de ces rotations est de sauver la cote de popularité de Poutine et du parti Russie Unie. Le Kremlin craint que le mécontentement grandissant à la frontière dû aux bombardements répétés ne finisse par mener, au fil du temps, à un vote de protestation contre le dictateur lui-même. Poutine s'inquiète vraiment pour sa sécurité et voit constamment des complots partout. En fait, Poutine sait très bien qu'il ne perdra jamais le pouvoir lors d'une élection. Mais il pourrait le perdre suite à un nouveau coup d'État, et c'est probablement ce qu'il redoute le plus, et c'est sans doute sa préoccupation majeure. C'est difficile à croire. Le pélican ukrainien, après le flamant rose, a fait perdre tout repos aux Russes pour toujours. Une déroute comme on n'en avait jamais vu auparavant. La nouvelle balistique ne prévient plus désormais. L'Oreknik russe mord la poussière. Nos forces de défense entrent avec assurance dans l'espace. La fierté de Poutine est visée de toutes parts. Le GUR a fait une démonstration magistrale. Premier détail de l'opération spéciale classée secrète. Le ciel s'est transformé en un véritable piège. Une défense aérienne dont le monde entier parle. Vous devez voir cette merveille de vos propres yeux. Donetsk, le 8 mars 2026.
Première minute après la frappe des FAU sur un site militaire à Donetsk occupé. La frappe puissante a probablement été portée par le nouveau missile ukrainien Pelikan, un prototype. Le fabricant Firepoint développe aussi pour les FAU le missile FP9 plus puissant, surnommé Colombe de la Paix. L'entreprise a déjà déposé des demandes pour de nouvelles marques déposées. Rappelons que le copropriétaire et concepteur en chef de Firepoint, Denis Stillerman, a parlé en mars de la production et des tests des missiles balistiques FP7. Selon lui, le FP7 est l'équivalent de l'ATACMS américain, mais 2 fois moins cher. Le missile est basé sur le S-300, avec une portée de 250 à 300 km. Le nom de Pelikan est prévu pour le missile balistique FP7. Et d'ici la fin de l'année, l'entreprise doit présenter un autre missile balistique, le FP9, d'une portée de 850 km. Firepoint a aussi déposé la marque Peace Dove, ou Colombe de la Paix. En plus des nouveaux missiles pour frapper les sites russes, l'Ukraine prévoit de créer une nouvelle branche des FAU, les forces spatiales. L'objectif principal est d'obtenir ses propres données de renseignement spatial et d'abattre les systèmes orbitaux ennemis. Il est même question de la possibilité d'abattre le fameux Oreshnik. L'Ukraine prévoit de déployer dans l'espace des intercepteurs pour le missile Oreshnik. Ce sera la mission des forces spatiales. Nous devons développer nos capacités technologiques et préparer nos propres moyens d'interception cinétique de ces missiles. L'Oreshnik peut être intercepté le plus efficacement avant la séparation des ogives du lanceur dans l'espace. Venislavski affirme que depuis l'invasion russe, le GUR a déjà réussi par 2 fois à envoyer des lanceurs dans l'espace. La première fois à plus de 100 km d'altitude et la seconde à 204 km. Cela permettra de lancer des missiles intercepteurs depuis l'espace. L'an dernier, la Russie a frappé le territoire ukrainien à 2 reprises avec l'Oreshnik, et il est urgent de disposer d'une parade contre cette arme. Un projet de loi sur la création des forces spatiales a déjà été déposé à la Verkhovna Rada. Nous avons compris que nous ne pouvions nous passer de notre propre renseignement spatial capable d'opérer une constellation de satellites de reconnaissance optique et radar, nous donnant une image complète en temps réel de la situation sur le champ de bataille, tant en Ukraine que sur le territoire ennemi. Et nos propres satellites de télécommunication assureront des communications totalement sécurisées pour l'État et l'armée. Il faudra jusqu'à 5 ans pour créer pleinement des forces spatiales avec leurs propres constellations et des liaisons indépendantes. Mais déjà, un système privé de défense aérienne basé sur des mitrailleuses télécommandées est opérationnel en Ukraine. Les tourelles télécommandées Sky Sentinel, basées sur la Browning M2, transmettent ainsi l'image vidéo en temps réel. À l'opérateur qui ouvre le feu sur les drones ennemis, ces tourelles privées télécommandées avec des mitrailleuses M2 ont une portée allant jusqu'à 2 km. Leur mission est de protéger les infrastructures critiques. Toute entreprise peut désormais commander ses services de défense aérienne privés. L'essentiel de ce qui nous survole, ce sont des Shaheds. Du coup, on abat ces Shaheds. Hier, nous avons abattu un Shahed à réaction. Tout ce qui entre dans la zone de tir de la tourelle ne volera plus. L'efficacité de ce système de défense aérienne est de 85%. Et n'importe quelle entreprise privée peut commander un tel système. À l'aube de la 5e année d'invasion, l'Ukraine dispose déjà de ses propres missiles. De moyenne et longue portée, une défense aérienne efficace et bientôt ses propres forces spatiales contre l'Oreshnik, entre autres. Grâce à ces solutions technologiques, le ciel ukrainien et les sites stratégiques seront protégés efficacement. Choc, Trump a été trahi par les siens. Les Américains l'ont rayé de la carte politique et l'envoient à la retraite. Washington n'avait jamais connu une telle tempête. Des déclarations choc et des scénarios crédibles d'une Amérique sans Donald Trump. Un scandale qu'il ne sera pas facile d'étouffer. Vous allez être choqués. Le politicien a perdu la tête, inutile de le cacher. Toute la vérité à suivre. L'ego de Donald Trump a enterré le Trumpisme et divisé le mouvement MAGA. À l'approche des élections au Congrès, le président américain s'est mis à dos des millions de partisans. Si vous pouviez dire quelque chose à Donald Trump, que lui diriez-vous? Tu es un pauvre... Dites-moi, et combien de fois, s'il vous plaît, avez-vous voté pour lui jusqu'à présent? 3 fois. C'est ma faute, j'imagine. Je dois être idiote. De l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas. Et aujourd'hui, ses plus féroces critiques sont les Trumpistes d'hier et les adeptes du mouvement MAGA. Le président ne mâche pas ses mots, s'attaquant au plus grand leader d'opinion républicain suivi par plus de 40 millions de personnes. Je sais pourquoi Tucker Carlson, Megyn Kelly, Candace Owens et Alex Jones s'opposent à moi depuis des années.
C'est parce qu'ils ont un point commun, un faible quotient intellectuel. Ils ont perdu leurs émissions et ne sont même plus invités à la télé car ils n'intéressent plus personne. Ce sont des fous, des agitateurs et ils diraient n'importe quoi pour un peu de publicité gratuite et facile. L'étincelle qui a mis le feu aux poudres chez les républicains fut la guerre en Iran. Les pro-Trump ont salué l'opération américaine au Venezuela, tout en ignorant l'affaire Epstein. Mais les isolationnistes et la droite MAGA ont fermement condamné cette nouvelle guerre au Moyen-Orient. Pourquoi ce président ou n'importe quel autre ne peut-il pas dire non à Israël? En fait, notre pays est affaibli par les actions d'Israël et on semble impuissant face à cela. Chaque Américain a le droit de savoir pourquoi un si petit pays a une telle influence sur notre gouvernement. Et il y a, croyez-le ou non, contre leur idole d'hier, les pro-Trump utilisent les mêmes tactiques que celles employées contre son prédécesseur. Le mouvement MAGA affirmait aussi que Biden était sous influence étrangère. Ils accusaient Joe d'avoir des troubles mentaux. On entend ça 5 ou 6 fois par jour. Oh, on a gagné, c'est fini. Non, ça va durer toujours. Destruction totale. Je ne leur laisserai jamais le Détroit. Oui, on abandonne le Détroit. Je quitte l'OTAN. On reste dans l'OTAN. Et quand on connaît des gens au début de la démence, c'est exactement ce qu'ils font. En fait, le président est maintenant attaqué par son propre monstre de Frankenstein. Les démocrates observent de loin les pro-Trump accuser Trump de vieillesse et d'incapacité. Il est temps, comme on en a parlé, d'envoyer le grand-père en maison de retraite bientôt. Les isolationnistes disent que Trump est l'esclave d'Israël. Les médias parlent de son âge et les complotistes de sa santé mentale. La créature se bat contre son propre créateur. Tous les chrétiens de son administration devraient s'agenouiller, demander pardon à Dieu et cesser d'adorer le président au lieu d'arrêter sa folie. Il a perdu la tête et vous êtes tous devenus ses complices. Ce n'est pas rendre sa grandeur à l'Amérique, c'est le mal. Urgent, la situation prend une tournure dangereuse. L'armée nord-coréenne semble échapper au contrôle de Poutine lui-même. D'abord envoyée contre l'Ukraine, elle pourrait forcer Poutine à se défendre. Un défi au monde, l'OTAN menacée, les Nord-Coréens ont eu accès aux technologies et ont manipulé Moscou. Quelle sera la suite? Le dictateur russe a-t-il précipité sa propre chute? Ne manquez pas notre analyse. La guerre en Ukraine a depuis longtemps dépassé le cadre d'un conflit régional. Elle devient aujourd'hui le terrain où se forment les armées des guerres futures. Et l'un des exemples les plus inattendus et frappants est l'armée de la Corée du Nord. Les soldats nord-coréens, qui sont restés figés dans le passé pendant de nombreuses années, ont désormais accès enfin à ce qui leur manquait cruellement depuis des décennies. Une expérience de combat réel de la guerre moderne où chaque erreur coûtait la vie. Selon les analystes, environ 12 000 militaires de la Corée du Nord ont été déployés dans la région de Koursk. Si au début leur tactique semblait primitive et frontale, en quelques mois seulement, ils ont commencé à changer directement sur le champ de bataille. Les unités de l'armée populaire de Corée se sont adaptées au nouveau style de guerre en Ukraine et ont commencé à intégrer directement les données de reconnaissance des drones dans les systèmes de contrôle de l'artillerie et des lance-roquettes multiples, réduisant le cycle détection-feu de quelques heures à quelques minutes. Ce qui était auparavant un point faible est devenu une nouvelle force. Mais derrière ce progrès rapide d'un côté se cache une autre réalité, un retard technique qu'il est impossible de dissimuler, même sur le champ de bataille. La base de l'armée nord-coréenne est toujours constituée des mêmes chars T-54 et T-62, une aviation du niveau des MiG-15 et MiG-19. Des systèmes plus modernes ne complètent que ponctuellement ce parc obsolète. Mais maintenant, la situation change, et elle change de manière systémique. Pyongyang a commencé à réécrire ses manuels de combat, le système d'entraînement change et l'accent se déplace progressivement des opérations massives vers de petites unités mobiles utilisant des drones et des systèmes de commandement en réseau. Les dirigeants nord-coréens établissent directement la priorité des nouvelles technologies, y compris l'intelligence artificielle, les moyens de guerre électronique et même les systèmes anti-satellites. Et le facteur principal de ces changements est le rapprochement technologique avec la Russie.
Les accords entre Moscou et Pyongyang ont ouvert l'accès à des équipements pour l'industrie militaire, y compris des machines-outils modernes et des technologies de production de missiles et de drones. Parallèlement, une infrastructure de production de drones se déploie en Corée du Nord, incluant des systèmes d'attaque et de reconnaissance. Les bases aériennes sont également modernisées et des lignes de production pour les drones sont créées. En parallèle, la Corée du Nord mise sur le développement de ses propres capacités dans le domaine de l'intelligence artificielle et des systèmes de guidage autonome. Les essais de nouveaux types de drones et l'apprentissage de leur intégration dans le système de combat témoignent de la formation d'une nouvelle priorité technologique. Mais à quel point cette transformation est-elle dangereuse? C'est une question qui ne se pose plus de manière théorique, mais de façon tout à fait pratique. Les analystes soulignent qu'il ne s'agit pas seulement d'une modernisation de l'armée, mais de la formation d'un nouveau modèle de combat. L'armée de la Corée du Nord ne représente pas de menace particulière pour les troupes de l'OTAN, ni sur le plan systémique, ni en nombre, ni en armement. L'armée de la Corée du Nord est un groupe de militaires restreint tant par ses effectifs que par son système de formation, capable d'accomplir certaines missions locales bien précises. Il ne faut donc pas surestimer les menaces venant de la Corée du Nord. Dans sa forme actuelle, l'armée nord-coréenne peut plutôt être considérée comme un outil à usage régional ou limité. S'ils sont effectivement déployés, ce sera alors sur le territoire de pays voisins qui sont considérés comme des États amis, ce qui, pour eux, se résume essentiellement à la Russie et uniquement à la Russie. C'est pourquoi je ne dirais pas qu'ils ont accumulé une expérience critique du combat pour devenir soudainement une super armée capable de vaincre tout le monde. Aujourd'hui, la guerre russo-ukrainienne devient une sorte d'accélérateur des changements militaires mondiaux. Il est clair que la Corée du Nord sort de ce conflit avec une armée différente de celle d'il y a 2 ans. Mais la question n'est même pas de savoir à quel point elle est devenue plus forte, mais plutôt où et quand ces nouvelles compétences seront à nouveau utilisées. C'est tout pour le moment. C'était Darina Gutskalo avec vous. Encore plus d'actualités brûlantes dans notre prochain numéro. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre des j'aime. À bientôt.